de droit, une apparence trompeuse. Je laisse le micro. Ah pardon, je t'ai... Merci. Chers complotistes de tous bords, je suis très heureux d'être là et de partager mon complotisme avec vous et tous les événements que je fais depuis 2 ans et demi. La chose qui est très intéressante, parce que théoriquement, nous sommes ici, on est une bande de fachos, nazis, d'extrême droite, très dangereux. Donc, s'il y a parmi nous des éléments des renseignements généraux, il faut rapporter qu'il y a des personnes qui sont, voilà, de belles personnes, des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, sympathiques, agréables. Au bar, tout à l'heure, m'a dit, normalement, on reçoit ici des gens, parfois, sont très chiants, mais vous êtes tous sympas. C'est un beau compliment. Merci. Donc, nous sommes le complotisme sympa. Ce complotisme sympa est un complotisme, et admettons maintenant ce mot qui n'est quasiment plus injurieux, qui sert peut-être à identifier celles et ceux qui effectivement ont eu envie de sortir de la caverne. Parce qu'en réalité, ce qui était dit se résume entre ceux qui sortent de la caverne, qui veulent rester, qui ont envie de regarder les ombres transiter en croyant que c'est la vérité, et celles et ceux qui ont envie, sans être pris par une doxa d'opposition, qui n'est ni fasciste, ni naziste, ni d'extrême droite, mais qui est celle des hommes et des femmes, et on a entendu le mot culture, connaissance, instruction, s'instruire, c'est-à-dire retrouver l'esprit critique. Et bon, n'allez pas applaudir, on n'est pas au point virgule, une buitade de 2 secondes, tiens, on va s'en sortir. On rythme des applaudissements, je vais faire 5 minutes d'intervention, je vais 5 minutes d'applaudissements. Stop. Cool. Le point fondamental, c'est que il faut quand même aller aux racines pour saisir la portée des choses. Et tout à l'heure, Martin disait la Constitution de 1958 est une belle Constitution parce que qui a écrit, c'est le peuple, un gouvernement du peuple, pour le peuple, c'est Lincoln qui disait ça. Mais est-ce que cette Constitution de 1958 est-elle la photographie d'un État de droit? Non. C'est le titre de mon intervention. Nous sommes dans des apparences trompeuses. Pourquoi? Parce qu'il y a des définitions. Moi, je suis juriste, je ne suis pas complotiste, je fais du droit au service des gens. Et je ne parle même pas du procès parce que je ne suis pas ici en tant qu'avocat. Même avocat, c'est ma profession. L'avocat, c'est celui qui attend quelqu'un avant la mode. Bonjour, j'ai besoin de vous. Moi, quand j'ai commencé à vous parler, je le fais comme celui à qui on n'a rien demandé. C'est moi qui ai eu envie de venir frapper à votre porte. Et vous dire attention. Attention, le 13 mars et le 16 mars, c'est un coup d'État. Attention, nous ne sommes pas à une dictature. Oui, la dictature sanitaire a été un cadeau magnifique pour nous tous. Et moi, je n'ai pas envie d'être dans une forme de tristesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, merci Martine par ses interventions dans l'enceinte parlementaire, merci à Louis Fouché, merci au docteur Perron, merci à celles et ceux qui effectivement ont alerté dès le début, merci même à Simon Trump, même si je ne suis pas toujours d'accord sur tout, mais merci à ces gens-là qui effectivement nous ont permis peut-être de dire attention, 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 mais cette attention pas dans la peur de créer une sidération avec une autre sidération, mais il y a envie de sortir et de comprendre. Pourquoi je dis état de droit, apparence trompeuse? Parce que la Constitution de 1958 a été construite pour écarter le peuple de la gestion de la chose publique. La Constitution de 1958, constitution monarchique par essence, qui change avec le suffrage universel pour l'élection du président en 1962, c'est une constitution qui n'est pas faite pour que le peuple accède à la gestion du pouvoir. Alors, l'état de droit, je ne veux pas faire un cours de pilon, ça se rappelle tout simplement l'esprit de la légalité chez Kelsen, et après on trouve les différentes définitions qu'on donne en Angleterre, en Allemagne, dans lesquelles effectivement l'État règle et il se règle, l'État personne morale, c'est un sujet comme les autres. Alors là, les belles théories dans lesquelles l'État est freiné par le droit, mais la Constitution de 1958 n'a pas été construite comme ça. Parce que si aujourd'hui on parle même du Conseil constitutionnel aujourd'hui présidé par le papa de Victor, eh bien, ce Conseil constitutionnel-là, en 1971, a créé quelque chose de réellement révolutionnaire.
Après, Zemmour l'interprète d'une connière, on dit l'autre, mais pour nous juristes, est une révolution. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1971, le contrôle de constitutionnalité de loi était un contrôle purement technique. Ce n'était que la Constitution. Et la Constitution de 1958, c'est celle qui règle le fonctionnement des institutions de la République. Donc on n'allait pas chercher les droits sociaux dans la Constitution de 1958, ils n'existaient pas. Donc à la fin, c'était une Constitution qui était encore une fois une apparence trompeuse, dire très bien écrite, très vrai, tout ça, mais en réalité, il fallait donner un coup de pied au cul au Front Populaire, donner un coup de pied au cul à la Troisième République, dont je vous rappelle, et Jean-Pierre Joseph le cite souvent dans son ouvrage, c'était une période de grandes lois, qui a été le fruit de grandes batailles législatives. Vous prenez la loi sur la laïcité, ça a été quand même 3 ans, 4 ans d'échanges avec des débats. Et regardez cette loi. Ça me fait penser un peu comme au Code civil. Le Code civil, quand effectivement, bon, je ne parle pas du côté maçonnique, mais de la manière dont on a construit quelque chose qui est tenu dans le temps. Tout fait que le compte de l'homme qui crée le plus de dommage oblige celui pour la faute duquel est arrivé à le réparer. Mais quelle merveille! Mais quelle merveille! Mais ce n'est pas simplement de la poésie. C'est un texte qui a permis à des juges de construire des jurisprudences qui ont permis effectivement, sans avoir besoin du législateur, de créer la responsabilité du fait des choses, de dire pendant 100 ans une chose, et 100 ans après, autre chose. Ah, ben tiens, le droit. Le droit et la loi. Quelle confusion dans l'esprit! Quelle confusion dans l'esprit! Parce que l'état de droit existe quand effectivement, dans le cadre de la hiérarchie des normes, chaque norme soutient l'autre, ou vice-versa, en partant du bas vers le haut, le petit contrat et convention légalement formée tient lieu de loi entre les parties. Ancien article 1134 du Code civil, maintenant l'ordonnance du mois d'octobre a changé les donnes, nous a changé les numéros que Jean-Pierre Joseph et moi-même nous aimions. Moi, je me couchais avec l'article 1134. Donc, j'ai avec 1134, machin. Quel bonheur pour un juriste. C'est frissonnant, le droit. Mais oui, c'est frissonnant, parce que quand tu l'utilises, et que tu fais du droit, et tu es traité de complotiste, et que tu emmerdes le pouvoir avec le droit, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ben oui, effectivement, les lois, alors les gens parlent de la loi, c'est la loi. Les policiers, j'applique la loi. Quelle loi? Tu parles le masque, mais quel texte? Alors, je n'ai pas les qualités de Jean-Pierre Joseph qui a une pratique des interventions publiques, alors que je ne me mettais pas à faire le sketch de se baisser. Il l'a déjà fait. Il me l'a volé d'ailleurs. Pour revenir, vous voyez, je ne suis pas une putain de tous les 10 secondes, je fais une minute, pour de temps en temps, pour revenir à ça, le gros souci, c'est la compréhension des choses. Parce que la Constitution, oui, est une loi. Mais regardez aussi comment elle a été constituée. La Constitution, je vous dis ce terme-là, constituée, la Constitution, c'est une redondance qui nous permet de comprendre, oui, c'est encore un texte qu'on a pondu. Ce n'est pas le fruit d'un travail populaire, démocratique, avec du peuple qui s'est réuni pour forger. Non, c'est une Constitution imposée. Bien sûr, je ne parle pas de la Constitution après la Révolution française, où il y avait quand même des personnages qui sont assez impressionnants, à qui après on a coupé la tête, mais ils ont quand même fondé, 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme n'était pas de notre Constitution, elle était hors. Et les 17 articles, Déclaration des droits de l'homme, ça fait penser, on ne parle pas de la loi, Déclaration des droits. C'est quand même merveilleux sur le plan symbolique, parce que ça fait comprendre beaucoup de choses. On va chercher des normes supérieures. On va chercher des normes qui puissent être considérées comme des normes immuables. Et je me rappelle dans des travaux que j'ai lus à l'époque, quand je fais mon débat de droit privé, c'était l'inspiration du décalogue. En réalité, Moïse faisant croire qu'il est allé voir Dieu, c'est le mot Arat, et puis il descend en direct. Et ces putains de directs ont duré, et continuent de durer. On en a une à l'époque que je ne respectais pas trop. Je ne touche jamais la part des autres. Bon. J'ai glissé, je suis italien, je le reconnais. Mais maintenant, c'est facile, ça fait longtemps que je suis avec la même femme et tout va bien. J'ai donné le bail déjà 3 fois, 9, 18, et je suis la 3e. Déplafonné. Pour revenir,
qu'est-ce qui se passe? Quand je suis confronté au coup d'État, les gens disent, mais oui, c'est la loi, le président. Je dis, mais de quel pouvoir? Où il a pris le pouvoir pour nous confiner? Où il a tiré ce pouvoir pour nous dire, à partir du 16, vous allez tous à la maison, pendant 23 heures, vous ferez votre attestation. Et le juriste, pas l'avocat. Parce que personne n'a frappé ma porte pour me demander, je te file 1000 euros pour que tu finis la chose. Non, le juriste a ressenti quelque chose là qui clochait. Parce que je regrette, aujourd'hui, il y a peut-être 16 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, d'autres qui ne feront pas la troisième dose, beaucoup qui sont sortis de la caverne, mais il y avait beaucoup de monde dans la rue, le 16, le 17 au matin. Je crois que même parmi nous ici, on était tous à la maison. Parce que c'était difficile de comprendre, pour des gens normalement constitués, que même sans une loi, même sans une constitution, le président, il décide, il y a un décret le 16, décret totalement illégal, illégitime, couvert ensuite par la loi du 23 mars, qui a modifié le code de la santé publique et qui a construit un état d'urgence pour les besoins de la cause, alors que l'état d'urgence est constitutionnel dans l'article 16 de la Constitution. Eh bien, vous fermez notre gueule. Par quoi? Parce que nous sommes tous des bons petits Français ou des bons petits Italiens depuis 37 ans qui veulent dire, ah, si c'est la loi qui le dit, je dois le respecter. Parce qu'on était construit comme ça. Donc, pour se battre, il faut comprendre que, au fond, pendant des années, on a subi la tromperie de l'état de droit en vivant comme des spectateurs d'une pièce de théâtre dans laquelle eux décidaient ce qu'ils voulaient. Et en réalité, la dictature sanitaire a permis de mettre en exergue toutes les défaillances du système dans lequel nous vivons. La Constitution de 58, je regrette, c'est un point divergent, mais nous en avions déjà discuté, est pour moi une position qui doit être bannie. Mais bannie, le bannissement, c'est l'enlèvement, la disparition. Il faut la garder, il faut la regarder, pour regarder tout ce qui ne doit pas être fait. Parce que la Constitution de 1958 ne crée pas un équilibre des trois pouvoirs. Un état de droit, c'est trois pouvoirs. Un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir exécutif. L'un est dans l'autre. Après, il faudra ajouter les pouvoirs médiatiques, parce qu'aujourd'hui, c'est un pouvoir. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons aujourd'hui un pouvoir législatif, et Martine Moner le sait très bien, qui ne décide que sur les projets qui sont décidés par le gouvernement, qui sont rédigés par le gouvernement, et quand tu as une majorité même relative à la fin, tu peux toujours faire passer ce que tu as envie de faire passer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de chambre d'enregistrement. Alors quand on est à la fac, on enseigne ça. Moi, aujourd'hui, je sauterai sur l'estrade. Un parlement, chambre d'enregistrement. Martine Moner, dans l'enceinte, elle faisait la députée. Comme lors de la constituante, elle mettait les exergues, la fausseté de la démarche. Mais les dés étaient pipés. En réalité, ils ont enregistré ce que l'exécutif a préparé comme loi, mais loi préparée, attendez bien, postérieurement écrit d'après les décrets. C'est que le décret était déjà rédigé, parce que le décret c'était tout le pouvoir qui est donné à l'exécutif. Quand vous prenez l'article 34 et 37, c'est magnifique en avance. Mais du fait que les projets de loi sont dessinés par le gouvernement, ceux qui doivent être discutés à l'Assemblée, c'est le gouvernement, l'exécutif qui décide. Alors de temps en temps, on va chercher l'idiote ou un idiot, dire s'il te plaît, fais-moi une proposition comme ça, cette petite loi de merde, c'est toi qui vas la faire. Alors on me demande à Madame Abia, vas-y, fais la loi. Et après, on se met d'accord avec le Conseil conditionnel pour ne pas avoir honte d'avoir fait une loi de merde dont on sait qu'elle va créer des situations désespérées. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au Conseil et au papa de Victor, allez, tu me l'as prise à 75%, loi qui n'a jamais été promulguée et publiée. Je vous rappelle que les dispositions de la loi du 12 août 2022 qui concernent les propos terroristes tenus sur les réseaux, ce sont des articles qui étaient contenus dans la loi Avia, mais qu'en réalité on a transformé en disant loi d'application de la directive européenne de contrôle. Mais quand vous regardez, tout est donné à l'exécutif. En réalité, jamais il y a d'intervention judiciaire, si ce n'est que le tribunal pour sanctionner la fin au niveau pénal. Ça veut dire que le gouvernement va dire à l'autorité administrative indépendante, ah, tu as tenu des propos. Mais attendez, moi je sais, parce que je questionne souvent les gens, je sais.
sais rien, mais je questionne les gens. Je dis, mais qu'est-ce que pour terroriste? Ah ben, c'est un islamiste qui écrit. Alors tout le monde passe terrorisme, islamiste. Non. Madame mon mère, vous êtes une terroriste. Carl Broussa, tu es un terroriste parce que propos terroristes, ce sont les propos que vous pouvez tenir sur les réseaux qui portent atteinte, et je le dis aux représentants des renseignements généraux, à un gouvernement ou à l'État. Et bien le simple fait de venir contester aujourd'hui ce que nous faisons là, c'est théoriquement une forme de terrorisme, parce qu'au lieu d'être plié devant l'exécutif et à l'État, État de droit, il faut un État. Ah, deuxième mot, droit, État. Est-ce que nous avons encore un État? Parce que pour pouvoir identifier un espace juridique sur lequel il faut discuter, il faut un État. Il faut des frontières, mais pas la frontière dans laquelle on est découvert, un espace dans lequel le jeu du droit peut se faire, dans lequel on se comprend. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, parler de l'Europe. Ben oui, on a créé cette tribune, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'État de droit, on parle de quel État? De la France? De l'Italie? La crise sanitaire, que je ne veux plus parler, que je parle de dictature sanitaire, parce qu'il n'y a pas eu de crise, ce n'est que la dictature sanitaire, a mis en exergue la situation dans laquelle nous sommes. ANM conditionnel. Ah ben, quand c'est l'État qui écrit, ah ben moi je ne peux pas juger. La même conditionnelle est décidée par Bruxelles, donc on ne peut qu'appliquer, on ne peut pas la remettre en cause. Parce qu'il n'existe aucune disposition dans un quelconque code, dans un quelconque texte, et même quand vous faites la conjonction des principes de droit, pour venir attaquer une AMM conditionnelle devant les tribunaux français. Ah oui, eh oui, cher ami. Alors on a beau à dire, Joseph dépose des plaintes, Saboutia fait des actions, d'abord. Les actions, c'est un minimum syndical de toute l'activité qui est faite parce que mon travail, et c'est pas un travail parce que c'est une mission, c'est depuis 2 ans et demi de parler du droit, de tenter de l'expliquer et d'utiliser ces moyens-là pour dire merde, je ne vais pas avancer. Parce que c'est ça le point fondamental. Parce que dire ces choses-là, c'est au fond comprendre les racines. Parce qu'on peut vous expliquer tous les effets, parler, oui, la mondialisation, tout ça, oui. Mais non, mais comprenons ce que nous vivons là. Quel est l'agencement institutionnel dans lequel nous sommes? Agencement institutionnel dans lequel le peuple croit, en allant voter, qu'il a exercé sa faculté démocratique. C'est une connerie monumentale. La démocratie existe quand le peuple, en dehors du vote, participe à la gestion de la cité. Et je vous donne un exemple que je dis souvent et qui fait réfléchir. Un cours d'assises, le peuple présent, 9 jurés sont là, avec le système de tirage au sort. 3. Vous pouvez devenir un jour juré. Et vous savez que la cour d'assises, indépendamment des cours d'assises spéciales qui jugent des affaires graves de terrorisme ou des affaires graves de drogue, juge des affaires graves de meurtre, des viols, des choses horribles. Et je peux vous dire que la cour d'assises, c'est une des rares institutions qui fait très peu de rangs judiciaires. Vous avez toujours entendu parler de l'affaire Sesnec, qui est plutôt la lutte d'une mémoire. Alors moi, je ne sais pas si le rangs judiciaire, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Dans l'affaire de Trot, c'est la cour d'assises qui sauve la justice d'un naufrage monstrueux. C'est la cour d'assises parce qu'il y a le peuple qui est présent, qu'effectivement il y a des doutes sur les déclarations qui sont faites. Alors que je vous rappelle tout simplement, dans le cadre de notre justice, il y avait Dupond-Moretti qui était avocat dans la procédure de Trot. Vous avez vu dénoncer une procédure bâclée? Vous l'avez vu dénoncer les agissements des juges Bourgogne? Non, parce qu'ils étaient tous un peu complices. Au fond, un juge d'instruction décide, après les avocats de cour de casse, de cour d'assises, attendent d'arriver au jugement final pour gagner. Eh bien, il a fallu que ce soit l'avocat général à mettre l'exergue avec le juge. Or, si le peuple français a la capacité, par simple tirage au sort, de venir juger des affaires les plus graves, est-ce que le peuple français ne pourrait pas être présent dans les fameuses institutions? Mais si on peut s'en sortir pendant, merci, ça c'est un point fondamental. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, dans les autorités administratives indépendantes, il y avait des représentants du peuple, déjà les choses changeraient complètement. Mais en réalité, on est dans ce théâtre
On a créé des autorités administratives indépendantes qui ne sont que de petits copinages entre amis dans lesquels on met celui qui n'est plus député, on envoie là, présider, et puis on lui donne 6 000, 7 000 euros par mois, et tout est comme ça. Et après, on sort de la Constitution et du Parlement pour aller créer la commission pour modifier des apports législatifs ou discuter avec des citoyens. Mais alors, c'est un affront pour le Parlement. Parce que normalement, c'est au Parlement que doit discuter des propositions qui changent la vie des Français. Alors que là aussi, on sort de ça, on crée des institutions alternatives. Donc, vous voyez, nous sommes dans une totale apparence trompeuse. Et moi, je tente de dénoncer cette apparence trompeuse en vous faisant réfléchir, en tentant de vous dire, moi, je n'ai pas de solution, moi, je ne suis pas, et je remercie Martine Donner d'avoir créé Ensemble pour la liberté, parce qu'elle, avec son groupe, avec ses futurs députés, pourra peut-être proposer des modifications. Et après, il pourra modifier la position de 58 et introduire. Mais ce qui compte, c'est d'être conscient. Pouvoir législatif suivi. Tout est entre les mains de l'exécutif, y compris la justice. Parce que pour avoir un pouvoir, il faut que ce pouvoir existe avec une entité autonome. Ce n'est pas le cas, mes amis. Je vous rappelle que les juges, qu'ils soient procureurs ou juges, sont rattachés au ministère de la Justice. On appelle l'autorité judiciaire, pas le pouvoir judiciaire. Les mots ont un sens. Je vous rappelle que depuis le décret Valls, les inspections qui ont été développées jusqu'à la Cour de cassation, mais la Cour de casse, avec le copinage du Conseil d'État, a monsieur dit non, vraiment, vous ne m'avez pas contrôlé. Hein. Par contre, que les autres, oui. Ça veut dire tout simplement que quand vous avez un juge qui a envie de rendre des décisions un peu justes, il le répète lors des inspections, il dit oui, que bon, tes jugements, que c'est son droit de juger, il faut que tu apprends à travailler. Alors, nous te conseillons un endroit spectaculaire, tu vas à Cayenne. C'est un endroit merveilleux pour apprendre effectivement le sens de l'écriture de tes jugements. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et après, Jean-Pierre Joseph, d'autres avocats, David Guyon, des avocats qui, eux, comme Maud Marion, Diane Botta, qui déposent des actions, parce que moi, je ne fais pas en tant qu'avocat, je suis client. Eh bien, aujourd'hui, il y a plusieurs procédures en cours, plusieurs plaintes criminelles. Mais du fait qu'ils ont envie de garder les juges dans la poche, comme par extraordinaire, augmentation de 1 000 euros à tous les juges. C'est magnifique, Dupond Moretti, cette générosité avec le monde judiciaire, mais je vais changer de métier pour un juge. C'est à travers ces éléments symboliques que vous pouvez comprendre la tromperie, mes amis. Parce que, à part donner la nouvelle BFM, il n'y a aucune discussion critique. Donc il faut écouter, tenter de comprendre par d'autres moyens pour arriver à saisir la ratio des choses. Donc, dans cette petite demi-heure qui m'est donnée aujourd'hui, et je remercie Cécile et les autres qui m'ont invité parce que mon arrivée a été un peu tardive dans ce programme, parce que même pour mes obligations, je pars demain à Rome et nous allons faire une conférence de presse pour la plainte qui sera déposée en Italie, en France, sur le graphène contenu dans les picouses, que moi j'appelle sucrète. Et cette plainte est une plainte criminelle, très importante. Je sais que certaines personnes ont des doutes, moi j'en ai pas, parce que je travaille depuis maintenant des mois, comme aussi. Parce qu'en réalité, une chose, c'est d'étendre toute la journée dans le réseau, oui, c'est le contrôle, mais comme il se met en œuvre, ben aujourd'hui, vous lirez la plainte, c'est un libre accès, c'est pas pour me tirer des fleurs, parce que nous, moi je l'ai rédigé, commencé à travailler l'année dernière, avec tous les brevets qui ont été déposés, donc c'est de comprendre, d'arriver à comprendre, parce que quand moi je suis avec ma femme, vous ne me connaissez pas, on l'appelle tous Madame Colombo, parce que je la cite toujours, et personne ne la voit. Elle existe. Alors un matin, elle est toujours plus réveillée que moi, parce que les femmes, c'est 80% des femmes qui se lèvent la nuit pour aller changer la couche. Les mecs, ils font même, ils font pas des ronds, ils ne dorment pas du tout. Donc les femmes, je trouve que depuis 2 ans et demi, les femmes représentent quand même beaucoup plus le peuple béni que les mecs. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Et c'est vrai. Je vois que monsieur n'applaudit pas. Je te vois, hein, tu n'as pas applaudi. Hein.
Mais pour revenir, 23 minutes, c'est beaucoup plus court. Ah non, maintenant, je fais ma femme. Mais Carlo, mais pourquoi le gouvernement pourquoi pourquoi l'avocat, j'ai l'avocat en plus. Mais pourquoi on pique avec des produits qui ne sont pas des vaccins, qui ne protègent pas, qui n'empêchent pas la transmission et qu'en plus font mal? Je n'ai pas le coup. Bon, j'utilise un peu les choses se sont passées comme ça. Mais c'est la question que toute chose évidente vous suscite des épreuves. Et c'est face à cette évidence que le rôle d'un avocat, et Jean-Pierre Joseph le sait très bien, nous parlons de l'équivalence de conditions et de la cause efficiente. Moi, si je ne trouve pas la cause efficiente d'une chose, et la cause, c'est comprendre pourquoi. C'est entre le philosophique et le juridique. Et à force d'avancer, effectivement, aujourd'hui, le moyen pour nous contrôler, parce que peu importe l'état de droit, peu importe la pyramide kelsenienne, peu importe le reste, la seule chose qu'ils ont en vie, c'est que nous soyons un produit, et j'ai dit le grand passage entre le fait d'être des sujets de droit à des objets de droit. Et nous devons lutter pour ne pas devenir des objets. Et piquer avec du graphène qui permet la création de nanoparticules qui permettront ensuite d'être mises en œuvre avec un système de contrôle. Vous verrez les brevets qui ont été déposés, qui peuvent aller jusqu'au contrôle de l'état émotionnel. Au contrôle de l'état émotionnel. J'ai sourcé chaque phrase qui est dans la plainte qui en France fait 98 pages, une certaine page en Italie un peu plus, parce que les Italiens sont un peu plus bavards. Donc voilà. Et sera déposé. Donc je le répète encore, ça ce sont des actions, et nous on connaît le temps de la justice, et malheureusement, cette justice, moi je n'y fais pas confiance. C'est pour cette raison que je crois beaucoup plus au peuple réveillé et éveillé. C'est-à-dire qu'il n'aura plus, dont l'État et le pouvoir n'auront plus la possibilité de leur infliger la misère de leur connerie. Et vous êtes ici des gens, des ambassadeurs de ce éveil, de ce réveil. Continuons comme ça. Nous n'avons pas perdu. Nous gagnons tous les jours de nouvelles personnes avec nous, ensemble, pour la liberté et pour le droit. Merci beaucoup.